Seconde partie du débat sur les objectifs du millénaire et l'éradication de la pauvreté d'ici à 2015, avec une perspective d'envergure qui est celle de l'accès de l'éducation pour tous, notamment dans les pays en voie de développement. Nous reprenons donc le débat avec nos invités. Est-ce que cet objectif de 2015, alors là je ne sais pas qui va vouloir répondre, n'était pas un objectif un petit peu naïf, Monsieur Hugonnier? Non, je ne pense pas. D'abord, on a établi ces objectifs en l'an 2000, donc on avait 15 ans devant soi. Ouais. À l'époque, il y avait encore 100 millions de jeunes qui n'avaient pas accès à l'école. Donc on pouvait penser qu'en 15 ans, 1 million par an à peu près, enfin 10 millions par an, c'est quelque chose de tout à fait atteignable. Hein. On en est où aujourd'hui ? On a fait d'énormes progrès, puisque désormais il n'y a plus que 75 millions d'enfants qui sont en dehors de l'école. C'est un progrès quand même sensible. Là où il y a des difficultés, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même en Afrique subsaharienne 50% des jeunes qui n'ont pas accès. Donc c'est considérable. Hein. Donc il y a des poches de pauvreté qui sont irrémédiables. Il y a de grands progrès en Inde, il y a des grands progrès en Chine, il y a des grands progrès en Amérique latine. Mais en Asie du Sud-Est et en Afrique, il y a des gros progrès qui restent à faire. Ensuite de ça, il faut bien voir que ce sont des chiffres, c'est un objectif quantitatif, et c'est la qualité qui compte, c'est la qualité de l'éducation qui compte. Or, pour ceux qui ont visité des pays africains, on voit bien que généralement, il y a un très grand nombre d'élèves dans les classes, parfois 100, que les enfants vont à l'école à mi-temps, que les professeurs ont à peine 6 mois pour être formés. Donc il y a des très gros progrès à faire en matière de qualité. En matière quantitative, je crois qu'on arrivera à résoudre. On n'arrivera pas à zéro, c'est impossible, parce qu'il y a une masse critique. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les milieux ruraux, il n'y aura jamais d'école, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Donc peut-être que l'objectif, ce n'est pas zéro, c'est peut-être 50 millions, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'on puisse aller au-delà. Mais si on pouvait arriver à améliorer la qualité, c'est là où on pourrait faire des progrès. Ouais. Ouais. Il y aura un sommet prochainement au mois de septembre, justement pour évaluer à nouveau les progrès de ces objectifs du millénaire. Qu'est-ce que vous en attendez et quels sont les manques précisément qu'on risque d'y pointer ? Alors exactement, en fait, Ban Ki-moon a rédigé donc un rapport qui introduira ce sommet. C'est un sommet qui est absolument fondamental puisque ce sera l'heure du bilan 10 ans plus tard, mais surtout de ce qu'il nous reste à faire. Donc ce que le secrétaire général demande, c'est que nous accélérions les efforts pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, parce qu'il s'agit d'une volonté politique. Alors comment les accélérer ? Les accélérer, donc comme je vous l'ai dit, en nous assurant d'une part que les pays du Sud définissent clairement, jouent le jeu, définissent clairement comment tenir ces objectifs, notamment en matière d'éducation. Et la question de la qualité de l'éducation est fondamentale, parce que parfois il peut aussi y avoir des effets pervers à ces objectifs. C'est-à-dire on met plein d'enfants dans les classes et avec une qualité qui pose problème. Ça, c'est d'une part la responsabilité donc, des pays du Sud. Et les pays du Nord, on attend d'eux qu'ils tiennent enfin leurs engagements, notamment en matière d'aide publique au développement. Ça, je veux absolument y venir, si vous me le permettez, parce que ça fait 40 ans, ça fera 40 ans, jour pour jour, en septembre prochain, que les pays riches se sont engagés à attribuer 0,7% de leur richesse nationale à l'aide au développement. On en est loin, notamment au niveau européen. Donc l'Europe se targue d'être le plus grand bailleur d'aide au développement, très bien, mais depuis 40 ans, on a été incapable de tenir cet engagement. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que 99,3% resterait pour le domaine national. C'est quand même un effort de solidarité qui est minime. Et donc qu'est-ce qu'on attend ? C'est qu'enfin l'Europe tienne son engagement. Pour nous, c'est fondamental. Elle traîne les pieds, l'Europe, puisque d'une certaine manière, si l'on parle du débat récurrent sur l'immigration, etc., sur la fuite aussi parfois de cerveaux africains qui pourraient aider au développement de leur pays, d'une certaine manière, ça serait l'intérêt de l'Europe de respecter ses engagements. Or, elle ne le fait pas. Pourquoi ? Bien sûr, c'est l'intérêt de l'Europe, c'est une évidence, c'est l'intérêt de la France. Elle ne le fait pas parce que, comme vous le savez, l'aide au développement a été un temps à la mode. Hein. On avait un bloc à l'Est, un bloc à l'Ouest, donc c'était une manière aussi d'instrumentaliser, soyons honnêtes, cette aide. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu un désintérêt manifeste. Et donc, en l'occurrence, là, il s'agit désormais de remettre cet intérêt et cet effort au cœur de l'agenda. Et je veux dire juste une chose. Hier, la Commission européenne a proposé qu'un calendrier contraignant oblige en quelque sorte les États membres à tenir ces 0,7% en disant voilà la part que nous allons affecter à l'aide d'ici les 5 prochaines années. On ne demande pas plus que ça et on demande que les États membres finalement s'y tiennent. Exactement. Roland Biach, je voudrais revenir sur une spécificité de votre titre. Vous êtes délégué général de solidarité laïque.
quelle est l'importance de ce terme laïque dans l'action que vous menez justement dans les objectifs du millénaire? C'est une cinquantaine d'organisations qui travaillent dans tous les domaines d'intervention en France, social, culturel, éducatif bien sûr, qui ont décidé de regrouper leurs moyens humains et financiers au sein d'une entité qui s'appelle Solidarité laïque, parce qu'elles ont envie de promouvoir cette idée et de solidarité, mais qui est promue, on va dire, par toutes les philosophies, et laïque parce que nous sommes plutôt partisans de la liberté absolue de conscience, au-delà de tout ce qui peut relever des croyances que les uns ou les autres peuvent avoir pour agir. Donc notre levier, c'est cette façon de vouloir vivre ensemble, on va dire qui s'est petit à petit élargi du village de nos grands-parents, en quelque sorte, à l'échelle planétaire, parce qu'une partie des problèmes que nous évoquons depuis tout à l'heure ne pourront se résoudre qu'à l'échelle mondiale. Est-ce que ça veut dire, en deux mots, qu'il y a là une offensive, entre guillemets, laïque par rapport à des mouvements de type évangélique ou évangéliste qui pourraient mettre la main, ou qui sont en train de mettre la main parfois, sur ce type de questions de développement et d'éducation en Afrique? Il est évident qu'on est confronté à la question dans beaucoup de pays, y compris en France d'ailleurs, mais c'est vrai que je ne sais pas si on peut parler d'offensive. Nous essayons tout simplement et très modestement de promouvoir nos valeurs, on va dire, de tolérance pour un vivre ensemble harmonieux. Si ça permet au passage de mieux faire comprendre à certaines populations ou à certains groupements qu'il c'est peut-être préférable de vivre comme ça en respectant l'autre qu'en essayant d'avoir une démarche prosélyte et dogmatique, tant mieux. Mais nous n'en faisons pas, si vous voulez, un cheval de bataille ou un combat. La laïcité, je dirais, n'a pas à combattre forcément. Elle a à instaurer, à démontrer par l'exemple que ces valeurs de tolérance et du vivre ensemble sont certainement préférables à d'autres. Bernard Hugonnier, on parlait tout à l'heure avec M. Ferrier du sommet de septembre sur les objectifs du millénaire. Il manque, alors vous avez parlé évidemment de l'importance de la qualité dans l'enseignement, mais il manque aussi des sommes. Je cite notamment les 35 milliards de dollars par an de la part des donateurs par rapport à leurs promesses faites en 2005, et pour l'Afrique il manquerait 20 milliards par an. Qu'est-ce qu'on peut espérer à l'issue de ce sommet, en termes cette fois quantitatifs? Personnellement, je ne serais pas très optimiste parce qu'on voit bien que suite à la crise financière que nous avons eue, nous avons une crise économique majeure, peut-être la plus grande depuis 1930, suivie d'une crise sociale extraordinaire. Et désormais, après des sommes considérables qui ont été dépensées pour relancer l'activité économique, vient le temps maintenant, le Fonds monétaire international l'a rappelé hier, vient le temps de la consolidation fiscale et financière. Ça veut dire que les États doivent réduire leur déficit et réduire la dette. Est-ce qu'ils seront à même de donner 0,7% de leur produit intérieur brut en matière d'aide au développement, et tenir leurs promesses, et qu'ils seront à même de donner davantage aux pays en développement pour qu'ils puissent atteindre les objectifs du millénaire? On peut en douter. Vous pouvez en douter, vous en doutez aussi, Fabrice Ferrier? Là, je comprends en tout cas la vision économique du problème, mais alors clairement, on a été en mesure de mobiliser des centaines de millions, de milliards d'euros, de dollars pour sauver un système qui nous a conduit à la crise financière, économique, énergétique, avec des conséquences une fois de plus sur les plus pauvres. Je ne vois pas pourquoi une fois de plus ce serait ceux qui sont en bout de chaîne qui paieraient. Donc clairement là c'est évidemment un rapport de force. Il nous faut absolument avoir l'assentiment des citoyens, en l'espèce des Français, pour rappeler le gouvernement à ses engagements et qui tiennent vraiment ce défi. Enfin, je veux dire, c'est quand même la moindre des choses. C'est quand même pas que ce sont ceux qui sont en bout de ligne qui vont une fois de plus souffrir de cette crise. Oui. C'est vrai, mais en même temps, on va demander aux Français, et pas seulement aux Français, davantage d'efforts pour payer leur retraite. Oui. Et on va bien voir le débat qu'on va avoir. J'espère que vous avez raison. J'espère que les pays seront généreux, parce que le monde en a besoin, mais j'ai des doutes. Ces doutes, vous les partagez aussi, Roland Biache?
Oui, de toute façon, 40 ans d'aide publique et loin des 0,7, en tout cas, nous font douter, effectivement. Mais je crois que si on ramène ça à des chiffres sur le domaine de l'éducation et donc des OMD 2 et 3 qui nous concernent plus particulièrement, en fonction des données du dernier rapport de l'UNESCO, il manque 11 milliards pour satisfaire aux objectifs du millénaire 2 et 3 notamment, voire un peu plus avec ceux de Dakar. Si on prend 11 milliards, je n'ai pas tous les chiffres en tête et je ne fais pas de la lecture de certains chiffres une passion, mais je crois que c'est 5, 6, 7, 8 fois moins que les primes qui vont être versées aux gens qui spéculent. Alors il ne s'agit pas de désigner de bouc émissaire de quoi que ce soit, mais d'ailleurs il y avait une allusion dans votre journal précédent sur la moralisation du système financier international suite à la réunion de New York. Puis on est en plein dedans. Alors est-ce qu'une taxation est la meilleure formule? Il faut y réfléchir. Mais sur la question éducative pour les jeunes jusqu'à 15 ans, c'est 11 milliards de dollars par an. Effectivement, la comparaison est sans doute facile, mais on a trouvé 700 milliards pour sauver le système économique. Est-ce qu'il est impensable de trouver 11 milliards pour au moins satisfaire un des principaux objectifs du millénaire? Il semblerait que non. Il y a peut-être un peu de justice fiscale à instaurer à l'échelle mondiale, un peu de taxation. Et nous ne sommes pas partisans ou tenants du yaka faucon. On sait que c'est pas facile, mais après on sait aussi que le jeu démocratique, c'est le rapport de force, comme ça a été évoqué, au système politique, et c'est à nous d'être efficaces dans ce rapport de force. Il est évident que mobiliser en disant il faut donner ailleurs, alors qu'il y a aussi 7 millions de pauvres en France et 33 millions, je crois, en Europe, c'est pas évident. Jimmy Adjovi Boko, vous êtes toujours avec nous depuis Lille. Ce relatif pessimisme que partagent nos invités à propos de ce sommet en septembre, est-ce qu'il est de nature, à vous gêner dans vos entreprises et dans vos projets? À nous gêner, non, parce que nous, avec les personnes qui avons mis en place ce projet, on est d'éternels optimistes, on est des sportifs de haut niveau, on se fixe des objectifs, on cherche à les atteindre. C'est vrai que ça fait 40 ans qu'on parle de cette aide publique au développement qui n'est jamais atteinte. Par contre, il faut dire aussi que nous, sur le continent africain, pour le moment, les gens qui pourraient faire bouger les choses, je pense qu'on ne le fait pas assez. Et on est en train de mettre en place une structure avec Patrick Vieira, avec Samuel Eto'o, Didier Drogba. On a l'intention de fédérer un maximum de joueurs africains. Et d'ailleurs de joueurs pas seulement africains, d'autres continents aussi, qui ont envie de faire bouger les choses et de mettre justement, comme disait Roland Biache tout à l'heure, la pression sur les politiques pour qu'ils tiennent leurs engagements. Il n'y a pas de raison que ces engagements, on parlait de 11 milliards, il n'y a pas de raison que ces engagements, au moins pour l'éducation, ne soient pas tenus. Précisément, compte tenu de cette crise économique sans précédent qu'on a connue et qu'on continue de vivre, quel est le moyen de pression? D'abord, quel a été l'impact de ces crises économiques et sociales sur les OMD en matière d'éducation? Est-ce que vous avez senti véritablement une influence néfaste sur ces projets de développement? Et que peut-on attendre, compte tenu de ces données, du futur sommet en septembre? Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a bien vu l'impact, notamment en matière de personnes qu'on avait réussi à sortir de la pauvreté. Donc il y en avait 1,8 milliard en 1990, 1,4 milliard désormais, et on voit bien en fait que maintenant, à nouveau, avec cette crise, on ne tient plus la route. Ça progresse. En matière de sécurité alimentaire, de droit à l'alimentation, on a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Donc le moins qu'on peut se dire, oui, c'est que l'impact, on le voit, et malheureusement, il ne suffit pas de voir les statistiques pour s'en rendre compte. Donc oui, l'impact, comme je l'ai dit, il existe, il est visible, et une fois de plus, c'est tout le problème, il touche toujours les personnes qui sont en bout de chaîne. Et dans ce cas-là, précisément, je reviens à la question que vous avez posée au départ, mais celle de la bonne gouvernance, de s'assurer de la bonne gouvernance des pays qui sont partenaires, participants à ce projet, est de plus en plus primordiale, Roland Biache.
Oui, mais je crois que c'était, bien sûr, ça a été évoqué par monsieur tout à l'heure, hein. Il y a de moins en moins de dictatures, tant mieux. Ça ne veut pas dire pour autant que bonne gouvernance il y a partout. C'est un des éléments, mais en même temps, il ne faudrait pas que cette bonne gouvernance soit un concept qui soit un fauné d'une forme de néocolonialisme, hein. La bonne gouvernance, j'ai envie de dire, on a entendu tout à l'heure aussi au journal qu'il y avait des démissions de premiers ministres dans tel ou tel pays, ou des problèmes ailleurs. C'est un phénomène, certes, on ne peut pas comparer les démocraties, on va dire, européennes ou occidentales à certains pays, mais c'est aussi un concept à manipuler avec précaution, parce que il pourrait aussi cacher d'autres choses. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme dirait d'autres. Parler de néocolonialisme, d'une certaine manière. Ça pourrait y ressembler parfois. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il faut être extrêmement vigilant. Je crois, grosso modo, les différentes institutions le sont. Après, tout ça est aussi question de rapport de force, d'équilibre géopolitique, de politique du donnant-donnant pour tel siège ou tel siège dans les instances internationales. Je crois qu'ici, s'il y a une bonne gouvernance, elle est au niveau de l'ONU à instaurer avec différentes modalités d'application et la réciprocité entre les uns et les autres. Merci messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. C'est la fin donc de ce débat. Merci à vous surtout de l'avoir suivi. À suivre 24 heures en France, restez avec nous, ne bougez pas, 24 heures en France, où l'on va à nouveau parler du port du voile intégral et vous allez voir que chaque jour apporte son lot de nouveautés.